Hello, je suis Léna, passionnée de bien-être, mieux vivre et spiritualité. J'ai créé ce podcast pour faire connaître au plus grand nombre des méthodes alternatives pour aller mieux, que ce soit physiquement ou mentalement. Quels que soient vos problèmes, quelles que soient vos croyances, restons ouverts, restons curieux et testons. Bonjour à tous, aujourd'hui je suis très contente de recevoir Bérangère de The Raw Frenchie pour qu'elle nous témoigne de sa vie avec la polyarthrite rhumatoïde. Alors c'est un épisode touchant qui nous montre qu'il ne faut pas se résigner malgré la maladie, qu'il faut continuer à se battre entre guillemets, tout en restant curieux et parfois en s'ouvrant à des alternatives, à d'autres disciplines pour retrouver un peu d'espoir ou même des solutions concrètes quand les médicaments, injections ou autres ne suffisent plus. Elle nous raconte donc son chemin puisqu'elle a été diagnostiquée à l'âge de 2 ans et qu'elle a maintenant à peu près mon âge, c'est-à-dire 23 ans. Bon ok, on change le 2 par un 3, erf. Donc un peu tôt pour souffrir à ce point des articulations malheureusement. On parle des traitements classiques qui ont pu l'aider un certain temps mais qui ont également leurs limites. Puis elle nous raconte ses séjours dans des centres spécialisés qui pour le coup lui ont changé la vie, mais également des techniques qui l'ont vraiment aidé à trouver un équilibre et à diminuer concrètement ses crises. Qu'on ait cette maladie ou une autre maladie auto-immune, peu importe, cet épisode est pour vous mes chouchous, et j'espère que ça vous inspirera et vous incitera à essayer de nouvelles choses pour vous aider. Je vous aime, elle vous aime, on vous aime, bref, croyons en vous, vous allez y arriver. Bonjour Bérangère. Bonjour Léna. Je suis très contente de te recevoir aujourd'hui pour qu'on puisse parler de la polyarthrite rhumatoïde. Est-ce que, avant qu'on parle de ton histoire, tu peux nous expliquer ce qu'est la polyarthrite rhumatoïde ? Oui, alors la polyarthrite rhumatoïde, c'est une maladie auto-immune. Qu'est-ce qu'on entend par maladie auto-immune ? C'est le moment où le système immunitaire en fait ne fonctionne pas et va s'attaquer à son propre corps. Les médecins ne savent pas trop comment l'expliquer, ça reste ces maladies qui sont un petit peu floues. Dans le cas précis du coup de la polyarthrite rhumatoïde, le système immunitaire va venir s'attaquer particulièrement aux articulations. Du coup, ça se traduit par, ça va venir manger en fait un petit peu tout ce qui est os, les os, le cartilage, même parfois les tendons. Ça vient s'attaquer aux tendons de tout ce qui est articulaire et ça peut vraiment toucher toutes les articulations. On connaît souvent la photo quand on tape sur Google avec les mains qui sont toutes tordues, mais ça peut très bien toucher une articulation du dos, de la mâchoire, des genoux, voilà. Ouais. Et toi, à quel âge t'as commencé à souffrir de ça ? Donc moi, elle a été diagnostiquée, j'avais 2 ans. Ça avait commencé sur les genoux. Mes parents se sont rendus compte que je tombais assez régulièrement, mais sans avoir pour autant des énormes chocs et que pour autant j'avais les genoux très très gonflés et qui vraiment me faisaient mal. Donc ils sont allés à l'hôpital et puis voilà, le diagnostic est tombé finalement assez rapidement. D'accord, ah ouais la vache, ça a dû... En plus à ce moment-là, quand t'as un jeune enfant, t'imagines qu'il est en pleine santé, que tout va bien se passer, et peut-être même plus à l'époque, c'était pas forcément quelque chose de très connu. Donc oui, bonjour pour commencer à se renseigner et trouver ce qui se passait, ça a dû être assez difficile pour tes parents, en plus de toi bien sûr. Alors c'est vrai que je me suis jamais trop posé la question. Je pense que mes parents m'en ont... enfin, il y a déjà des cas différents entre mon père et ma mère. Je pense que pour mon père, ouais, c'était un petit peu... il se rendait pas trop compte, je pense, de ce qui se passait et c'était beaucoup plus simple à accueillir, je pense, pour ma mère, dans le sens où elle est infirmière. Ah oui, Et du coup, ça lui était pas du tout inconnu, elle savait de quoi on parlait, elle a su tout de suite trouver les bons contacts. Enfin, j'avais ma pédiatre, du coup, qui me suivait, qui était à l'hôpital de Lyon. Et je pense que même si c'est jamais forcément facile pour un parent d'apprendre que son enfant a une maladie auto-immune et qu'il souffre, surtout quand il est aussi petit, je pense que sa casquette infirmière a beaucoup aidé dans cette épreuve, en tout cas à prendre en main et à faire en sorte qu'elle s'occupe de moi et qu'elle se laisse jamais démonter par le diagnostic. oui, c'est le petit ange gardien qui t'aide à côté la maman quoi. Exactement, c'est ça. Et alors c'était quoi tes symptômes ? À quel âge tu te souviens avoir ressenti tes premières douleurs, tes premiers symptômes ? Alors moi, mes souvenirs, c'est vraiment c'est plus des souvenirs en école primaire. C'est vrai que je me rappelle pas trop en maternelle pour le coup, mais je m'en souviens surtout en école primaire parce que tout simplement j'étais interdite de faire du sport et que tous les enfants pouvaient jouer au ballon prisonnier, faire du rugby, courir et faire du foot. Et moi, j'ai ce souvenir de ne pas avoir le droit d'en faire ou de devoir attendre que la crise soit passée pour pouvoir y aller. Et du coup, c'est vraiment ça. Mes premiers souvenirs, un peu ce sentiment dès qu'on est enfant de se dire bon, bah, c'est pas juste, moi aussi j'ai envie de courir et pourquoi je peux pas faire ça quoi. Mais surtout que les petits enfants ils devaient pas comprendre pourquoi tu pouvais pas courir, et puis toi non plus d'ailleurs, ça devait être un peu compliqué à comprendre, non ? C'est vrai, maintenant qu'on y réfléchit, surtout avec notre recul et notre pensée d'adulte, c'est assez bizarre. Je t'avoue que j'ai pas le souvenir que mes camarades de classe m'aient demandé pourquoi tu fais pas de sport et d'avoir eu du coup à leur expliquer exactement pourquoi je devais pas faire de sport.
C'est vrai que c'est assez étrange, mais j'ai pas de souvenir de cette période-là. Ouais. Et donc toi, tu te souviens avoir ressenti ces premières douleurs, notamment à l'école primaire? Oui, voilà, c'est ça, exactement. À l'école primaire, à partir de l'école primaire, j'avais vraiment des crises chaque année. C'était assez régulier, ça tombait vraiment sur les genoux, donc mes genoux commençaient à gonfler, j'avais beaucoup de mal à marcher, c'était douloureux, c'était raide. Donc les premières choses qu'on fait, c'est qu'on me mettait sous anti-inflammatoire, Hmm. sous naprosine. Voilà, c'est un traitement qui n'est pas anodin, hein, qui vient un petit peu détruire en plus la flore intestinale. Et puis, quand on voit qu'au bout d'1 ou 2 mois, ça n'empêche pas l'inflammation et que la polyarthrite reste, bah, c'est là du coup que je montais à Lyon pour me faire des infiltrations dans les genoux. Donc là, en général, c'est pas sous anesthésie générale, c'est avec un gaz hilarant qui en même temps efface un peu la mémoire. Ça permet à l'enfant du coup de ne pas se souvenir de la douleur ou de la difficulté qu'il y a eu à mettre l'infiltration. Hmm. Mais je me souviens que ma maman me disait que j'avais pleuré et que ça avait été difficile. Et à ce moment-là, du coup, l'infiltration est faite et après, je rentre à la maison et je devais rester une semaine entière immobilisée au niveau des Oh jambes. là là, pour un enfant, et puis même pour un adulte d'ailleurs, hein, c'est horrible, hein. Oui, oui, voilà, c'est vrai que c'est assez long avec la telle. Et puis voilà, après, la vie reprenait, quoi. Ouais. Mais je pense que, étant donné que je l'ai eu depuis toute petite, depuis l'âge de 2 ans, je pense que c'est ce qui fait que j'ai pas eu à l'expliquer ou que peut-être je me posais moins de questions. C'était que ma vie a été ainsi depuis toujours, en fait. Donc j'ai pas eu un avant, après. Peut-être qu'il y avait moins une comparaison avec les autres, puisque oui, t'avais grandi avec ces douleurs, donc quelque part, ça faisait partie de ta normalité, même si c'était douloureux, non? Voilà, même si c'était différent des autres, ça faisait partie de ma normalité. Et du coup, il n'y avait pas cette histoire de se dire j'ai toujours pu courir, pourquoi maintenant je peux plus, c'est pas juste. Ouais. C'était juste ce que j'étais à l'instant T et je me posais pas cette question. Et est-ce que c'est génétique? Alors c'est une très bonne question parce que là il y a les deux cas de polyarthrite rhumatoïde, il y a celles qui sont génétiques et celles qui ne le sont pas. Donc dès que le diagnostic est posé, on fait des tests sanguins, tests ADN pour voir du coup si on a le gène. Dans mon cas particulier, il se trouve que je ne l'ai pas et je suis bien la seule de ma famille à avoir cette maladie. D'accord, donc on sait pas à quoi c'est dû, quoi. Exactement. T'as des frères et sœurs? Oui, j'ai 2 sœurs et aucune n'a de symptômes de maladie auto-immune ni de polyarthrite rhumatoïde. Et dans ma famille, il n'y a pas de cas non plus de maladie auto-immune. Et ça a pas été trop dur de se sentir un peu seul par rapport à ce problème? Si, enfin, quand on traverse, je suis désolée, ça me touche. Ah mais vas-y, attends, tu vois, tu vas me faire pleurer. Prends ton temps. C'est normal, c'est des émotions. On respire un grand coup, Ouais. on inspire, on expire et on repart. T'inquiète pas, prends ton temps. Ouais. Alors si, clairement, quand on est enfant, c'est un problème parce que du coup, on n'a pas le recul qu'on peut avoir en tant qu'adulte et de se dire, ok, c'est ma faiblesse, mais je vais en faire une force. Ouais. Quand on est enfant, ben forcément, il y a des moments où ça nous touche, on ne comprend pas, on trouve ça injuste, et puis on est tout simplement dans la douleur physique qu'on ne comprend pas. Donc, c'est sûr qu'il y a une certaine injustice. On se dit qu'en soi, en plus, on a tellement quand on est enfant, je trouve qu'on a tellement d'envie, d'innocence, de motivation. On a envie de tout faire, tout nous semble possible. On n'a pas encore toutes ces notions que la société parfois enfin, Ouais. ces blocages qu'on a en grandissant qui nous disent bah non, tu peux pas faire ça, ça va être trop dur, non, tu peux pas faire ça pour telle et telle raison, ça se fait pas. Quand on est jeune, on n'a pas toutes ces barrières. Et moi, on m'en a mis une tout de suite. Ouais. Donc c'est vrai que c'est un peu. C'était pas simple tout le temps. Ouais. Mais au final, c'était une crise par an. Je pense que du coup, entre le temps où ça débute et où c'était guéri, ça durait 4 mois. Donc j'avais quand même au moins 8 mois de répit où je vivais la vie d'une petite fille un peu plus normale. Oui, c'est ça. En fait, quand la douleur est partie, tout de suite, ça y est, l'espoir revient, la motivation aussi, puis pouf, on oublie vite hein, la douleur quelque part. Donc oui, ouais, je comprends très bien. Exactement. Tu sais, quand on est enfant, on vit vraiment dans le présent. On se rend pas compte qu'il y a un passé, un futur, on est dans l'instant présent, et quand dans l'instant présent, on est en bonne santé, ben, on rigole avec ses copains et on oublie qu'on a eu mal il y a de ça 2 mois et que peut-être on aura mal dans 6 mois. C'est ça, exactement. Ouais. Et tu dis qu'il y avait une possibilité que cette maladie et tes souffrances s'arrêtent à 18 ans lorsque ta croissance serait terminée. Alors comment ça se fait? Est-ce que certains troubles peuvent s'arrêter après la croissance? Exactement, en fait, quand on est enfant, on appelle ça une polyarthrite chronique juvénile et du coup, il l'associe au fait que l'enfant soit en croissance et donc il y a pour certains cas, ça s'arrête du coup une fois que la croissance est terminée. Donc moi, à l'âge de 17-18 ans, ma croissance s'est arrêtée. J'ai été tranquille pendant presque, au moins 3 bonnes années, sans crise. Ah ouais, ça doit faire du bien. Oui, et c'est vrai que je me suis dit, libération, j'ai de la chance, je suis dans la case de ceux,
pour qui ça s'arrête quand on grandit. Et puis finalement, j'étais en échange académique au Chili, en école de commerce, 2e année du coup. Et puis la crise a pointé le bout de son nez. Je voulais pas trop y croire au début. Et puis je suis allée voir des médecins sur place. On me demande toujours les antécédents, donc je leur ai donné. Et puis ils ont vite posé le diagnostic. C'était clairement la polyarthrite rhumatoïde qui recommençait. Mais ça a dû être assez dur pour te faire soigner là-bas, parce qu'on connaît personne, c'est pas les mêmes procédures, on sait pas trop où chercher, à qui faire confiance. Ça a dû être difficile, non ? Exactement, j'ai eu la chance sur place quand même de faire de belles amitiés chiliennes qui du coup m'ont recommandé un très bon hôpital, qui était un hôpital d'ailleurs européen, qu'on appelle la clinique Alemana. Donc j'étais assez en confiance quant au niveau de qualité, en tout cas plus que dans nos hôpitaux malheureusement publics chiliens, parce que ça reste des pays en développement où vraiment c'est très dur pour eux au niveau de la santé. Donc j'ai eu la chance d'avoir accès quand même à un hôpital qui puisse m'accueillir, ils connaissent. Après, c'était compliqué dans le sens où ils ont pas. C'est là qu'on se rend compte à quel point on n'a pas tous accès aux mêmes choses. Et sur place, ils n'avaient pas accès aux traitements auxquels moi j'avais accès en France. Du coup, il a fallu que je les fasse parvenir par courrier pour pouvoir me faire avoir les infiltrations et les traitements nécessaires auxquels j'avais l'habitude. Et c'est à ce moment-là que tu as commencé un traitement plus dur, là, la cortisone et le méthotrexate ? Oui, exactement. C'est à ce moment-là qu'on a commencé ça. Au départ, au Chili, ils ont voulu me faire l'infiltration. Le seul traitement que j'avais toujours connu, c'était l'infiltration. Donc, on m'avait fait parvenir les infiltrations. La médecin n'avait pas l'habitude d'en pratiquer, du fait que je pense que ça n'existe pas au Chili. Du coup, j'avais à ce moment-là le coude gauche et le genou droit qui étaient touchés. Donc, on m'a fait parvenir 2 infiltrations. Elle a essayé de faire le coude gauche et elle n'a pas réussi. Elle est partie dans l'articulation, elle m'a touché l'os, ça m'a fait très mal. Du coup, elle s'est retirée, mais le produit était perdu. Oh merde. Donc, c'était un petit peu mince. On perd le médicament et moi, on ne peut pas me guérir le coude. Du coup, j'ai dit, la 2e dose, je préfère qu'elle fasse le test directement dans le genou, parce que pour moi, c'est beaucoup plus important de marcher que d'avoir mal au coude. Ouais. Cette fois-ci, ils m'ont fait du coup l'infiltration dans le genou, mais en ayant des outils qui permettent de voir à travers la peau et du coup qu'elle puisse ne pas y aller à l'aveugle et vraiment voir où mettre le produit. Ouais. Donc là, elle a réussi. Et donc, comme quand j'étais petite, je suis restée 1 semaine immobilisée dans mon appartement à Santiago du Chili. Et quand est venu le moment du coup d'enlever la telle, le genou était bien dégonflé, mais à peine poser le pied par terre et quelques pas faits dans la rue, c'était reparti à zéro, tout avait regonflé. Donc c'est vrai que c'était un coup assez dur à encaisser, parce que c'était la première fois qu'un traitement d'infiltration qu'on faisait ne fonctionnait pas. C'est horrible, là t'as dû angoisser comme il faut. Ouais, c'était vraiment compliqué. J'ai tout de suite appelé ma maman pour lui dire. Encore une fois, j'ai vraiment la chance qu'elle soit infirmière. Elle m'a expliqué que malheureusement, il allait falloir que je fasse ainsi, parce que c'est pas possible de faire 2 infiltrations d'affilée dans le même genou. C'est des produits qui sont vraiment pas anodins, qui sont assez forts et qui viennent abîmer les tissus, le cartilage, et que c'était trop risqué pour mon articulation de mettre une double dose en fait et de recommencer ce procédé. Et c'est du coup à ce moment-là en effet qu'on a changé de traitement et qu'on est parti sur des traitements qui sont du coup médicamenteux et qui sont des traitements beaucoup plus lourds à base de cortisone et à base d'immunosuppresseurs. Et alors, est-ce que ça t'a aidé ? Est-ce que ça a marché sur toi ? Non, c'est bien ça le problème, c'est que ça a un tout petit peu diminué la douleur, mais vraiment un tout petit peu, elle était quand même très présente. J'ai pris la cortisone, ça fait gonfler, prendre du poids, donc j'ai dû prendre entre 6 et 8 kilos. Et puis surtout, on s'en rend pas compte, mais un immunosuppresseur, pour ceux qui connaissent pas, c'est un peu comme les médicaments, comme les anticancéreux. C'est ces médicaments en fait qui viennent détruire les cellules pour espérer enlever les mauvaises et qu'il reste que les bonnes, sauf que en général, ça détruit un petit peu tout, pas que les mauvaises cellules. Ouais. Et du coup, ça a vraiment diminué mon système immunitaire. J'ai eu beaucoup de caries, j'ai perdu des cheveux, j'étais souvent malade, je faisais des cystites à répétition. Enfin, voilà, j'étais fatiguée, clairement. Ouais, et puis pour avoir le moral avec tout ça, surtout si tu continues à avoir des douleurs, ouais, bon courage quoi. Ouais, je comprends. Ouais, c'est ça. Et à côté de ces traitements-là, est-ce qu'il y a d'autres traitements qui sont connus et classiques ? C'est vraiment celui-ci, donc celui qu'on appelle immunosuppresseur. Donc moi, celui que je prenais s'appelle le méthotrexate. Après, il existe différentes familles en fait d'immunosuppresseurs. Et là, ils sont régulièrement en train d'en essayer de nouveaux, de tester des nouveaux. Donc les noms changent, mais du coup, de par mon expérience, c'était en 2008 qui était assez mauvaise.
Enfin, je me suis pas sentie de refaire confiance et de repartir sur ce type de traitement. Bah oui, surtout, effectivement, étant donné tous les effets secondaires que ça a, si c'est pour que ça n'ait qu'un tout petit impact sur tes douleurs. Voilà, exactement. Et alors, c'est en allant au Canada, d'ailleurs, ça voyage, dis donc, quand même, là-dessus, que tu as entendu parler d'un centre aux États-Unis. Il est très connu, c'est le très renommé Hippocrates Health Institute. Est-ce que tu peux nous raconter cette expérience et comment ça s'est passé ? Ouais, bien sûr. Du coup, en effet, après l'année au Chili, j'ai enchaîné avec une année au Canada. Et donc, je me retrouvais proche des États-Unis. Et là, ma maman entend parler de ce fameux centre qui se trouve à Miami et duquel elle n'entend que des bienfaits. Donc, du coup, elle me dit, avant de rentrer en France, passe par Miami, tu vas voir, ça va t'enlever tes douleurs. Moi, j'étais prête à tout. Donc, je me dis, oui, let's go. Du coup, je suis partie une semaine là-bas. Et je me suis retrouvée, du coup, je ne savais pas du tout où j'allais mettre les pieds. Et je me retrouve dans un centre qui est tenu, du coup, par des médecins qui du coup font des prises de sang, qui font des recherches, qui étudient vraiment les cas particuliers. Je me retrouve tout de même avec pas mal de personnes âgées, puisque les personnes en général qui sont très malades et qui vont dans ce genre de centre ont plutôt des diabètes de type 2, des années, ils ont des cancers. Un peu le dernier espoir, quoi, ouais. Exactement, c'est vraiment une fois toutes les personnes pour qui la médecine n'a pas pu les aider et qui sont vraiment en danger de vie, pour le coup, qui vont là-bas. Et là, je me retrouve dans un centre où on me propose de manger la nourriture crue, la nourriture vivante. Je ne connaissais pas du tout ce concept, je ne savais pas à quoi m'attendre. Et puis, on me propose surtout aussi de travailler autre chose, c'est-à-dire de travailler sur mes émotions, sur ce que je ressens, de m'ouvrir à la spiritualité, de mettre mon corps en mouvement, de prendre soin de moi. Et c'est la première fois que je n'étais pas seulement un corps physique, mais qu'on prenait vraiment en compte mon corps et émotionnel et spirituel. Et ça m'a énormément aidée. J'ai des frissons, là, il y a mon âme qui valide. Et oui, ça m'a énormément... Enfin, en fait, ça m'a ouvert une porte que je connaissais pas et qui m'a fait beaucoup de bien. Et ces fameuses pensées dont on parlait au début, qui sont « c'est injuste », etc., j'ai pu écrire un petit peu, je me souviens, ma lettre à l'époque... je me suis dit, j'ai écrit une lettre à Dieu, je ne sais pas à qui l'écrire, je l'ai écrit à lui. Non pas en plus que je sois pratiquante ou croyante, mais voilà, pour moi, il fallait quelqu'un de puissant. Et juste de lui enculé, dire bordel de merde. Tu me fais chier avec tes douleurs à la con. Ouais, c'était un peu ça, c'était surtout pourquoi moi, tu vois, etc. Mais juste de pouvoir l'écrire et sortir tout ça de moi, ça m'a énormément apaisée. Ouais. Deuxième chose aussi, donc j'avais un rendez-vous avec un psychologue qui lui relie beaucoup la maladie de la polyarthrite rhumatoïde à l'émotion de la colère. Et je me suis rendu compte qu'en effet, depuis que j'étais toute petite, de par mon historique familial, je me suis toujours comportée comme la petite fille parfaite qui devait plaire à tout le monde tout le temps et qui avait toujours essayé d'un petit peu de faire en sorte que tout le monde s'entende bien et du coup qui avait emmagasiné énormément de colère en fait. Et ils m'ont aidé d'une à en prendre conscience et de deux à la sortir et à faire en sorte qu'elle soit plus cristallisée en moi mais qu'elle puisse vraiment s'exprimer. Ouais. Et ça m'a beaucoup aidé, même encore aujourd'hui. Ça m'aide du coup à accepter ce genre d'émotions qu'en général on préfère enfouir et me dire si tu l'enfouis, tu sais que c'est pas bon pour toi, donc tape dans un coussin, ce sera toujours mieux que de pas pouvoir marcher. Et t'es restée combien de temps là-bas ? Je suis restée une semaine. Alors ça peut paraître hyper court. Ça coûte super cher, non ? Dans mon souvenir, on paye une semaine de soins et après le tarif change un tout petit peu en fonction de la chambre qu'on prend. J'avais pris une chambre partagée, donc j'avais pris le moins cher possible. Dans mon souvenir, j'en ai bien eu pour 2 000 € la semaine. D'accord, parce que oui, je pense que tu as des options très très chères. Il me semble, genre 8 000 € la semaine ou des trucs de dingue aussi. Faudrait que j'aille voir. Ouais, ça, c'était du coup en 2009. Vous savez qu'on est déjà 10 ans plus tard. Ouais. Et je sais qu'aujourd'hui, ils se sont énormément développés. Vu la demande. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est impressionnant. Moi, quand j'y étais, je pense qu'on était une cinquantaine peut-être. Et ça paraît déjà pas mal. Aujourd'hui, ils sont plus d'une centaine à y aller chaque semaine. Et je pense que oui, il y a de plus en plus de monde. Et d'où le fait que ce soit sûrement aussi beaucoup plus cher qu'il y a de ça 10 ans. Je pense qu'aujourd'hui, on est au moins à 3 000 € la semaine. Et sûrement qu'il va falloir ajouter le logement en plus. Donc si on y va pour 15 jours, en effet, ça peut arriver facilement à 8 000 €. Ouais. Et alors, donc tu as fait une semaine là-bas. Comment tu t'es sentie au bout d'une semaine ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Mais il s'est passé tellement de choses. J'ai l'impression que ça paraît incroyable de se dire comment en une semaine on peut débloquer autant de choses. Déjà, je me suis fait de super amis. D'un seul coup, tout a dégonflé. J'étais à nouveau sur mes jambes, à nouveau normale, en pleine santé, pleine de vitalité, pleine de choses que j'avais appris, que j'allais pouvoir
apporté avec moi en France. Donc pour moi, j'avais vraiment l'impression d'un renouveau, mais plus que d'un renouveau au niveau santé. C'était une nouvelle Bérengère qui arrivait, qui était pleine d'espoir, connectée, pleine d'énergie, avec que des bonnes choses et en confiance avec le futur qui allait être pour elle. C'est quand même incroyable qu'en une semaine, tes effets secondaires déjà soient améliorés. Généralement, on parlait minimum de 3 semaines. Normalement, c'est même plutôt 3 mois. C'est quand même, je trouve ça hallucinant, hein, qu'en une semaine, tu te sentes beaucoup mieux, que tu sois une nouvelle personne. Je veux dire, c'est hyper encourageant pour ceux qui sont un peu désespérés avec les méthotrexate, tous les traitements super lourds et qui ont encore ces douleurs. C'est quand même un beau message d'espoir. Oui, carrément. Et j'invite vraiment tout le monde à oser y aller parce que comme tu dis, ça paraît tellement fou qu'on pourrait ne pas y croire, en se dire mais c'est pas possible. Alors qu'en réalité, si. Et ça m'a prouvé que le corps est capable de s'auto-guérir. Et en fait, c'est qu'on l'oublie tout le temps, mais quand on se coupe, tout simplement, enfin, la peau se régénère. Il n'y a pas de raison qu'à l'intérieur, il ne se passe pas la même chose à partir du moment où on apporte ce dont le corps a besoin. Bah, on fait pas assez confiance à notre corps, ouais. Ouais, c'est ça. Et la nourriture, c'est vraiment le carburant du corps. Enfin, les cellules, on en perd 50 à 70 millions par jour. Si on veut les régénérer et faire en sorte qu'elles fonctionnent bien, il faut leur donner la bonne essence. Et l'essence, c'est l'alimentation et rien d'autre. Ce qui est vraiment génial, c'est que tu as découvert là-bas l'importance du travail avec les émotions, chose qui n'est pas non plus trop développée en France, même si on en parle un peu plus. Et à côté de ça, l'alimentation vivante. Et j'imagine que c'était pas du tout ton type d'alimentation, surtout quand tu es étudiante, quand tu es jeune, que tu voyages, c'est pas trop le truc, quoi. Oui, puis surtout, ouais, c'est ça, je connaissais pas. Et même avant ça, quand j'étais jeune, je n'aimais pas les crudités. Enfin, les légumes, c'était compliqué. Il fallait que ce soit cuit, des haricots ou des épinards. Je mangeais vraiment que des laitages, de la viande, des pizzas. Et là, on m'a dit, bon, il va falloir que tu arrêtes tout ça et que tu te tournes vers ce qui est cru, vers ce qui est germé, vers ce qui est fermenté, vers ce qui est issu de la terre, et qui sont vraiment des légumes, des céréales, des fruits. Mais bon, ça m'avait tellement fait du bien que quand je suis rentrée, tout ce que je voulais, c'était continuer au maximum. Donc, avec ce que j'avais, bien entendu, je pouvais pas me faire aussi vivant et aussi cru que ce qui était là-bas. Mais je me suis mise à m'acheter mon petit germoir et à me faire mes graines germées, à m'acheter du quinoa, mes petits steaks de soja. Enfin voilà, vraiment essayer de faire au mieux. Et du coup, je me sentais bien et ça me faisait vraiment du bien aller dans les salons bio pour aller acheter les petits produits qu'il me fallait. Mais bon, en effet, j'étais jeune, j'avais 23 ans. Et du coup, rapidement, quand on se sent bien, en fait, on oublie d'où on vient. Ouais. Un petit peu comme je disais quand on était petit et qu'on oublie le passé. Là, c'était pareil. Et du coup, on se rend pas compte. Puis hop, on va prendre une chips. On va partager une pizza. Puis on va prendre un burger. Puis on va reprendre des gâteaux industriels. Et puis on va reboire une ou deux bières avec les copains. Et puis voilà, après, on retombe en fait dans ces travers, entre guillemets, qui font que j'ai pas tenu aussi longtemps, en tout cas, que ce que je l'imaginais, cette alimentation vivante, crue, germée. Bah déjà, t'étais jeune et puis en plus, t'as eu une semaine de stage. Donc bon, pour changer les habitudes, c'est sûr que c'est un peu plus compliqué. Et ça a mis combien de temps, tes douleurs, à revenir ? J'ai refait une crise, du coup, 3 ans plus tard. Ah, quand même ! Ouais, à 27 ans. C'est pas si mal pour une semaine de stage. Ouais, oui, complètement. Sachant qu'avant, c'était chaque année. C'est clair que c'était vraiment pas mal. Je suis retournée, du coup, voir un médecin qui tout de suite m'a dit, un rhumatologue qui tout de suite m'a dit, bon ben, il va falloir partir avec du méthotrexate. Donc là, j'ai dit que je voulais pas. Ouais. Et puis j'ai un peu fondu en larmes. Et puis le rhumatologue m'a dit, mais remballez vos larmes, pourquoi vous pleurez votre cas de polyarthrite n'est pas si grave comparé à d'autres. Non mais sans déconner, au bûcher le monsieur. C'est pas possible, c'est pas possible. Mais du coup, là, c'est vrai que je me suis dit, oulala, je peux plus en fait. Ce corps médical me respecte vraiment pas du tout et ne m'écoute pas. Donc, j'ai eu la chance de trouver un naturopathe en Suisse qui était très efficace et qui m'a accompagnée du coup pour petit à petit retrouver ma santé. Et donc, tout ce que je prenais, c'était des anti-inflammatoires quand vraiment j'avais trop mal pour me soulager et que je puisse au moins dormir la nuit. Ouais. Mais sinon, j'ai repris les habitudes d'une alimentation qui est beaucoup moins acidifiante, beaucoup moins inflammatoire. Et puis avec ce suivi avec ce naturopathe, en 6 mois, j'ai réussi du coup à faire partir la crise de polyarthrite. Donc déjà, ouais, bon, ça redonne de l'espoir, hein, merci. Certaines autres médecines, de temps en temps, ça peut vraiment nous aider quand même. Et alors, moi, j'ai vu que tu étais retournée à un autre centre à 30 ans. C'est le centre Anne Wigmore Institute. Comment ça se fait que tu es retournée ailleurs ? Qu'est-ce qui s'est passé Il se passe que du coup, c'est de nouveau crise de polyarthrite 3 ans après, encore une fois. Malgré le naturopathe, malgré l'alimentation, etc. Ouais, parce que naturopathe, encore une fois, m'a permis de retrouver mon corps et de me retrouver en bonne santé. Mais je pense que j'avais pas encore fait le déclic de me dire qu'il fallait que je reste à manger comme ça. Et du coup, pareil, dès que ça va mieux, on recommence à manger un peu normalement comme tout le monde.
Et, et puis aussi parce que, enfin, encore une fois, je pense que c'est énormément lié au côté émotionnel. Et j'arrivais sur ma trentaine, j'ai eu une sorte de... Enfin, c'était extrêmement dur au niveau du travail. Enfin, j'avais beaucoup, beaucoup de pression. On a mis fin à ma période d'essai dans un boulot où je m'étais énormément donnée. Donc, ça faisait beaucoup de choses. Je me retrouve à la veille de mes 30 ans, sans emploi, à pas comprendre, alors que j'avais donné tout ce que j'avais à donner, pourquoi on n'avait pas voulu de moi dans le milieu professionnel. Et un petit peu perdue, à pas trop savoir où je devais aller, ce que je devais faire. Et bah là, évidemment, hein, le stress, ça te refait des crises, et puis voilà. Hein. Et voilà, exactement, c'est ça. Et puis du coup, à me remettre comme je le fais toujours, je sais pas m'arrêter, rien faire et me dire, bon, ben, je vais me poser. Je me suis mise à faire des stages dans des tas de choses pour voir un petit peu ce qui me plaisait, mais finalement à me mettre beaucoup trop de pression toute seule sur mes propres épaules. Et ça a craqué à 30 ans. Et du coup, voilà. Mais là, par contre, c'était vraiment une grosse crise. C'était la première fois que ça arrivait. Ça m'a touché toutes les articulations. C'est-à-dire que j'avais les chevilles, les genoux, les hanches, les épaules, les coudes, la mâchoire, le dos. Vraiment, j'étais dans un état complètement cassé. Je pouvais à peine tenir 10 minutes sur mes jambes. Prendre le métro, c'était compliqué. Enfin, c'est pas du tout comme ça que j'avais imaginé fêter mes 30 ans. Tu m'étonnes. Ouais. C'était super, super difficile à avaler. Et puis, ça m'a fait le déclic. Et c'est là que je me suis dit, mais Bérangère, souviens-toi, il y a de ça 10 ans en arrière, t'es allée dans un centre génial et il faut que tu y retournes à tout prix. Et du coup, j'ai fait appel à une personne qui organise des groupes pour partir du coup au centre Hippocrate à Miami. Ouais. Cette personne me dit, bah écoute, ce que je fais, moi, c'est qu'une année sur deux, je vais à Hippocrate et une année sur deux, je vais à Anne Wigmore. Anne Wigmore étant la pionnière de la nourriture crue et vivante, en fait, et c'est vraiment là qu'est né, en fait, le concept. Et on part avec un groupe début février, si tu veux, viens avec nous. Et je lui dis, bah ouais, carrément, banco, c'est parti. Et donc, je suis partie là-bas, à Puerto Rico, du coup, il se trouve. Et c'est absolument génial parce que comparé au centre de Hippocrate où on est complètement pris en main et où on se laisse porter, là déjà c'est beaucoup plus familial. On était juste une vingtaine de personnes sur place, donc très rapidement on crée des liens, on se connaît tous entre élèves et entre professeurs. Et puis surtout c'est à base de cours. Et du coup c'est pas seulement tenez, mangez ça, ça va vous faire du bien, c'est pourquoi ça va vous faire du bien. On nous explique concrètement ce qui se passe dans le corps quand on ingère tel ou tel aliment, comment fonctionnent les différents organes et pourquoi certaines choses nous mettent en santé et d'autres non. Et en fait, c'est beaucoup plus simple d'avoir le déclic à ce moment-là et de tout comprendre parce que... Parce qu'on te responsabilise. Exactement, on te responsabilise et tu peux pas nier l'évidence qui est devant tes yeux. Du coup, c'est pas juste j'y crois pas, c'est scientifique, c'est prouvé, c'est là. Du coup, tu ne peux que adhérer à ça et continuer à suivre ça. Ouais, donc ça n'a rien à voir en fait. Le centre, quelque part, le centre Hippocrate, c'est quand t'es vraiment super mal et que t'as juste besoin d'une dose de bien-être pour te réparer. Et puis t'es pris en main, ça fait du bien. Et par contre, l'autre institut, c'est un peu plus, on apprend pourquoi il faut faire ça et quels sont les effets. Et du coup, on te responsabilise. Il faut que tu continues à faire ça pour que tu puisses être en meilleure santé, quoi, tout le temps. Exactement. Puis en plus, on avait des cours de cuisine, des cours pour apprendre à faire germer les graines pour que vraiment ça devienne concret et qu'à la maison, on soit capable de le reproduire. Ah, c'est super, ouais. Et ouais, je trouvais ça absolument génial de me dire, bon, là, je sais que je vais pouvoir continuer parce que j'ai pas que la théorie, j'ai aussi la pratique avec moi. Et alors, du coup, quand t'es revenue cette fois-ci, est-ce que t'as continué à tout faire, à garder cette hygiène de vie ou t'es reparti un peu? Est-ce que t'as trouvé un équilibre? Comment ça s'est passé? Raconte-nous. Du coup, c'est que le premier mois, c'était difficile parce que, encore une fois, ça m'a tout enlevé en 15 jours. Donc, je suis rentrée chez moi, j'avais plus aucune douleur et je pouvais marcher, porter mon sac de voyage et c'était absolument incroyable. Donc, en fait, tout de suite, j'ai voulu continuer. Et du coup, j'avais tellement peur de manger quelque chose qui soit pas bon et qui me fasse regonfler que pendant un mois, je pense que j'ai mangé principalement céleri, concombre, courgettes, carottes, tomates, oignons crus. Et clairement, mon copain était à côté de moi, il me disait mais comment tu fais? C'est pas possible. D'habitude, on mangeait notre jappe avec des brochettes au fromage. Et là, c'est là... ça va pas être possible. Enfin, lui, du coup, il mangeait ça et moi, je mangeais mon truc, mais j'étais contente de manger ça parce que je savais que j'allais être trop bien et pleine d'énergie. J'ai vraiment une énergie folle. Au bout d'un mois, je me suis dit qu'il fallait que je commence à chercher d'autres recettes parce que clairement, c'était pas possible de continuer à manger que ça. Oui, surtout en saison, c'est dans un objectif d'être un peu local ou de saison, c'est sûr que les courgettes en hiver, bon, bof. Oui, exactement. Et puis aussi, tout simplement, de retrouver une vie sociale et de pouvoir même juste me faire plaisir parce que je suis quand même une très grande gourmande et pour moi, la nourriture, c'est super important. Bah bien sûr. Et du coup, je me suis mis à chercher sur YouTube, sur Internet, et puis à chercher pour des personnes qui sont végétaliennes, du coup, qui sont véganes, puisque clairement, le régime que j'ai actuellement, c'est celui-ci. On enlève tout ce qui est acidifiant, et tout ce qui est acidifiant, ça va être les laitages, les produits animaliers, l'alcool, le thé, etc.
Et donc, je suis tombée du coup sur des comptes qui m'ont beaucoup inspirée, qui m'ont donné pas mal de recettes et qui m'ont permis petit à petit du coup d'avoir un éventail de recettes vraiment différents et de pouvoir me faire super plaisir en mangeant sain et en mangeant bien. Et c'est là que je me suis dit, bon, bah, ce serait cool que je partage ça, en fait, parce qu'il y a plein de personnes qui savent pas à quel point c'est délicieux et bon pour la santé. Ouais, c'est ça, qui peuvent se sauver de douleur tout en continuant à apprécier leur plat. Exactement, où au final, j'avais l'impression qu'on peut avoir la vision, on se dit, en fait, on lui enlève la viande, le poisson, les œufs, les laitages, le fromage, elle peut plus rien manger, et c'est un peu la sensation qu'on peut avoir parfois. Mais en fait, quand on commence à se renseigner, à voir l'éventail en fait de nourriture qu'il y a à côté, auquel on s'intéresse pas dans la vie de tous les jours, on se rend compte qu'en fait, il y a mille ingrédients qui s'offrent à nous d'un seul coup et qui sont tous aussi bons les uns que les autres. On peut varier tellement son alimentation, c'est vraiment un plaisir. Mais c'est clair, tu sais, au début, quand tu deviens... parce que moi, je mange que des œufs, en fait, en produits animaux, sinon je mange pas de produits animaux. Et en fait, généralement, les gens, ils disent, mais qu'est-ce que tu bouffes? Tu sais, c'est ce côté mystérieux, alors que pas du tout, au contraire, ça veut dire que tu cuisines beaucoup plus. Il y a tellement d'aliments hyper sympas, hyper délicieux, qu'on connaît pas quand on mange de manière classique. Ouais, exactement, c'est ça. Et alors, du coup, ça t'a motivé à devenir diététicienne nutritionniste certifiée? Oui, voilà, ben, du coup, là, ça faisait à peu près. J'ai passé ce diplôme-là l'année dernière. Ça faisait déjà un an entier que j'avais créé un blog, un Instagram où, du coup, je parlais de la nutrition parce que je me suis dit, il faut absolument que tout le monde soit au courant, pas que les personnes malades. Ça sert vraiment à tout le monde. Et puis, j'ai passé ce diplôme-là, mais c'était vraiment plus dans l'idée de me sentir légitime et de me dire, bon, ben, j'ai la casquette officielle, comme ça, j'ai le droit de parler de ce dont je parle. Mais au final, je suis très contente d'avoir fait cette formation-là, mais ça reste du coup une formation, on va dire, classique qui va parler de macro, micronutriments. Ils vont pas parler de tout ce que j'avais appris à New Wigmore et qui pour moi fait toute la différence. Ça va être tout ce qui va être le pouvoir des fibres, le pouvoir des enzymes, le pouvoir des vitamines et minéraux, tout ce qui va être le pouvoir de la flore intestinale, l'importance de son équilibre acido-basique, enfin toutes ces notions-là qui pour moi en fait. On sent que c'est un peu arriéré, hein, qu'il faut moderniser la chose. C'est-à-dire que tu as des bonnes bases, mais qu'à côté, il y a aussi de nouveaux apprentissages et de nouvelles informations qu'il faut absolument rajouter dans ces cours au final. Voilà, exactement, c'est vrai. Enfin, il voit vraiment la grosse image en niveau macro, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est qu'une protéine, mais au sein même de la protéine, ils vont pas expliquer forcément qu'est-ce que c'est qu'une protéine de qualité, quelles sont celles qui sont bonnes ou mauvaises pour la santé. Et ça m'a fait. Je me suis dit, bon, bah, ok, je l'aurais passé, mais pour moi, c'est pas ce qui fait ma force, et je pense que c'est super important de toujours s'auto-former et toujours être dans la recherche. Bah, surtout que l'alimentation, c'est une science vivante, donc effectivement, il faut chaque année ça change plus ou moins. Donc effectivement, il faut continuer les stages, les informations, se renseigner à fond. Et puis, c'est pas comme si tu fais ton bac plus 4 et ça y est, c'est fini pour la vie. Bah non, pas du tout, au contraire. C'est chaque année, tu rajoutes des apprentissages et hop. Exactement, c'est ça, ouais. Et alors, quand les crises reviennent, est-ce que tu arrives dorénavant à les gérer différemment qu'en prenant des anti-inflammatoires ou des gros traitements? Oui, oui, voilà, bah, j'en ai une qui a refait son apparition fin septembre, suite à un choc émotionnel avec des problèmes familiaux. Et depuis, clairement, enfin, je la prends complètement en main. La seule chose que je prends même pas d'anti-inflammatoire. Je prends un Doliprane quand je veux me dire, bon, bah, ce matin, j'aimerais bien me réveiller un peu plus en forme que d'habitude, et parce que parfois, j'ai la douleur qui me réveille. Mais c'est tellement rien comparé à d'où je viens. Enfin, quand j'y réfléchis, je me dis, il y a des personnes qui prennent du Doliprane pour un mal de tête. Je pense que les personnes qui ont des polyarthrites rhumatoïdes, si je leur disais que je prends un Doliprane pour soigner, elles rigoleraient parce que c'est rien et c'est ridicule. Bah ouais, bien sûr. Et aujourd'hui, du coup, ce qui fait vraiment la différence, donc, ça va être mon alimentation, mais clairement, pas que. Je pratique beaucoup les lois de l'Hormèse. Alors oui, raconte-nous ça, la loi d'Hormèse, pour ceux qui ne savent pas. Alors, la loi de l'Hormèse, c'est une sorte de réponse de stimulation des défenses biologiques suite à l'exposition de coups à un stress métabolique. Concrètement, ça veut dire qu'on va créer un stress métabolique au corps, comme par exemple ne pas manger ou être dans une pièce extrêmement chaude ou extrêmement froide. Ça va générer une sécrétion d'hormones. Concrètement, ça va venir en fait muscler un petit peu le système immunitaire. Moi, j'aime bien le comparer un petit peu à la musculation. C'est comme un muscu, tu vas soulever des poids, ça va venir déchirer ton muscle, tu vas avoir des courbatures, mais à la fin, ton muscle va être plus gros, plus fort, plus costaud. Ben, c'est exactement le même principe, mais avec ton système immunitaire, c'est de le pousser au bout de sa capacité adaptative pour le renforcer et petit à petit être de plus en plus fort. Et moi, par contre, ça fait vraiment, outre les crises de polyarthrite qui arrivent de temps en temps, ça fait clairement 3 ans que j'ai plus le rhume, l'angine, je connais vraiment pas, quoi. Je suis jamais malade. De manière pratique, qu'est-ce que tu fais? Ah oui, de manière pratique, je le pratique beaucoup par le froid.
C'est-à-dire, le matin, je me douche à l'eau chaude et je finis toujours par une douche froide qui dure minimum 3 minutes, vraiment sur tout le corps. Ah oui, alors moi je le fais, mais déjà je commence par les jambes, et quand je me sens motivée, je le fais jusqu'au cœur, et puis c'est plutôt, je dirais, 35 secondes que 3 minutes. Mais c'est bien, tu vas me challenger là. Et ouais, il y a donc ça. Après, je fais pas mal de sessions de cryothérapie quand je suis en crise. Là, j'en ai fait une dernièrement. Et moi, pour les personnes qui ont des polyarthrite rhumatoïde, je le conseille vraiment. Il l'explique assez bien. De toute façon, la cryothérapie, on est donc du coup dans des cabines à moins 110 degrés pendant 4 minutes. Et la polyarthrite rhumatoïde, c'est une inflammation. L'inflammation, c'est du chaud. Donc, le froid va venir éteindre ce chaud. Donc, la cryo, ça agit vraiment comme un pompier, en fait, qui va venir éteindre le feu. Et donc, moi, je le pratique 3 jours d'affilée, par exemple, et ça m'enlève mais tellement d'inflammation, c'est assez magique. Oui, je pense que t'as même pas besoin de souffrir d'inflammation pour le faire. Je pense que de manière générale, le faire de temps en temps, tous les 6 mois, ça peut être intéressant. Ouais, je dirais même une fois par mois, du coup, mais ouais, carrément. Ah ouais? Moi, je l'avais essayé 2 fois, et c'est vrai qu'au départ, j'avais un peu peur de la température, et c'est pas, en fait, ça passe vite. Ça m'a pas trop choqué pour le coup. Oui, parce que paraît toujours impressionnant, mais vu que c'est que 3-4 minutes, et qu'en général, ils nous mettent une musique sympa, et qu'on bouge, c'est vrai qu'au C'est final, ça. on se fait toute une histoire de ce chiffre qui paraît incroyable, mais Mais en tout cas, donc toi, tu le fais que quand tu as des crises 3 jours de suite, ou tu le fais une fois par mois? Et plus quand t'as des crises? alors quand j'ai les crises, je le fais 3 jours de suite, on va dire tous les 15 jours ou une fois par mois. Et quand j'en ai pas, ben j'aime bien le faire au moins une fois par mois. Dans tous les cas, en fait, on se sent tellement bien après une session de cryothérapie, on se sent mais plein d'énergie, hyper motivé, on sent vraiment qu'on a fait un reset et qu'on a fait un cadeau à son corps. Enfin, moi, je recommande vraiment à tout le monde de pratiquer. Ça dure, en plus, c'est vraiment génial parce que ça dure pas longtemps. C'est hyper abordable au niveau tarifaire, c'est en général une trentaine d'euros. Et ça marche pour tout, pas que pour les personnes du coup qui sont malades, mais toutes les personnes qui ont beaucoup de stress, qui ont du mal à dormir, qui ont des migraines ou autres. Enfin voilà, c'est un petit outil magique vraiment. En plus de la cryo, qu'est-ce que tu fais par rapport à la loi de l'Hormèse? Alors j'ai testé cette année pour la première fois le jeûne. J'ai testé les 3 types de jeûne. Donc j'ai fait le jeûne, le jeûne intermittent, le jeûne sec, et puis le jeûne tout court où on peut quand même boire de l'eau. J'ai commencé par le jeûne d'une semaine où on peut boire de l'eau mais on mange rien. Ça m'a fait énormément de bien aussi. Il y a d'ailleurs une vidéo sur YouTube, j'ai plus le nom, il faudrait que je te le donne si tu peux mettre des liens ou autre, qui explique super bien comment ça fonctionne. Et le fait de se mettre en état de jeûne, ça va permettre d'arriver dans un état d'acidose du coup au niveau de l'estomac, qui fait que le corps va venir ensuite piocher vraiment dans ses réserves pour se régénérer. Et il va piocher aussi dans ses cellules immunitaires. Et donc du coup, pour les personnes qui ont des maladies auto-immunes comme moi, c'est super intéressant parce que ça va venir en fait remplacer une sorte de vague de cellules immunitaires. Nous, on a nos cellules immunitaires qui fonctionnent mal, qui s'attaquent à nous. Donc ça vient les supprimer et les remplacer par des bonnes. Enfin, ce qui explique que du coup, en même pas une semaine, j'avais des effets hyper positifs sur mon inflammation qui avait diminué, mais de 3/4. Et le jeûne sec, t'en as pensé quoi? Est-ce que c'était plus dur? Alors pour moi, personnellement, oui, c'était plus dur. J'ai un métabolisme de base qui consomme beaucoup d'énergie. Et j'ai aussi testé le jeûne sec. Je pense beaucoup trop rapproché du premier jeûne d'une semaine que j'avais fait. Donc moi, personnellement, pour ma première expérience, je suis restée 24 heures en jeûne sec. Ouais. Et après, il était minuit, je me suis dit, bon, j'ai mon cœur qui fait des palpitations, je me sens pas bien, je vais boire mon verre d'eau et c'est pas grave. Pour cette fois-ci, le jeûne sec, c'était pas pour moi. Faut s'écouter aussi, faut pas. Parce que c'est vrai que souvent on est motivé, surtout quand on va mal, hein, on a vraiment envie d'aller mieux ou de faire tout pour que notre corps aille bien. Et donc des fois on est prêt à enchaîner des choses qui forcément, si elles sont trop rapprochées, elles peuvent être contre-productives. Ouais, c'est d'ailleurs une des phases hyper importantes de la loi de l'Hormèse qu'on oublie souvent de rappeler, c'est qu'après le choc, il faut le temps de repos. Et c'est super important de donner à l'organisme ce temps-là pour se régénérer. Et que là, je me suis pas accordé en fait. Et puis surtout, pour les jeunes aussi, super important, c'est essayer de vous faire accompagner ou de vraiment vous renseigner. On ne peut pas faire un jeûne du jour au lendemain. Il faut amener son corps en changeant petit à petit son alimentation, en enlevant, encore une fois, les produits transformés, les produits animaliers, pour aller que du végétal et ensuite partir sur un jeûne. Et pareil quand on a fini, effectivement, pour reprendre, c'est la même chose. Et alors par rapport à ces 3 jeûnes, est-ce que maintenant, voilà, toi qui as testé les 3, il y a une activité de jeûne que tu vas pratiquer plus régulièrement? Qu'est-ce que tu penses faire? Oui, oui, c'est le jeûne intermittent, hein. Pour moi, c'est vraiment, il n'y a pas mieux.
Ouais, moi, c'est ce que je pratique aussi. Et en fait, c'est devenu une habitude. Et ce qui était assez marrant, c'est qu'au début, j'étais la première à manger le matin. Enfin, tu vois, moi, il fallait que je me réveille et que je mange. Et maintenant, j'ai plus aucun souci. Je fais entre 14 et 16 heures de jeûne. J'ai même pas faim en me réveillant, en fait. Je prends juste de l'eau et tout va bien. Donc, c'est aussi, encore une fois, il faut pas se forcer. Oui, il faut pas se forcer et puis surtout, il faut pas avoir peur. Enfin, souvent, les personnes que j'accompagne et qui veulent tester le jeûne intermittent, j'aime bien leur rappeler que, en fait, c'est un peu inscrit en nous. J'ai lu ces derniers temps le livre Sapiens, c'est vrai que c'est inscrit en nous qu'on va mourir de faim parce que nos ancêtres allaient mourir de faim vraiment s'ils n'avaient pas de nourriture à disposition. Et je pense que c'est tellement ancré en nous que dès qu'on a le ventre qui gargouille, on a quand même ce message alerte, il faut manger, il faut manger. Mayday, mayday. Exactement, alors qu'en réalité, c'est intéressant de sentir ces sensations-là, de savoir qu'on va manger dans 2 heures et que c'est pas grave du tout d'être OK avec ça, quoi. Complètement, ouais, ouais. Alors là, on a déjà commencé à parler des conseils pour les gens qui souffrent de la même maladie que toi. Mais ceux qui sont désespérés, qui sont pas trop dans la branche healthy, etc., qui savent pas par quoi commencer, qu'est-ce que tu peux leur conseiller? Enfin, moi, ce que je leur conseillerais, c'est d'y aller petit à petit, de se tester un petit peu. C'est-à-dire, enfin, pour moi, vraiment, ce qui était salvateur, c'était ces centres, hein. Je pense que toute seule, j'y serais pas arrivée aussi vite. Donc, c'est moyen. Vraiment, on se rend pas compte à quel point la santé, ça n'a pas de prix. Donc, si vous pouvez, vous avez mis des sous de côté, mais allez dans ces centres de nourriture crue, ça va vraiment tout changer. Après, pour les personnes qui, à l'instant T, n'ont pas la possibilité de faire ça, euh, pour moi, vraiment, le plus simple, ça reste la solution du jeûne. Et pareil, il y a des centres où on peut aller jeûner, qui là sont beaucoup plus abordables et qui, du coup, enfin, qui sont hyper efficaces sur la polyarthrite rhumatoïde et qui, je pense, pourraient énormément aider. Je leur dirais surtout de supprimer tout ce qui est alimentation inflammatoire parce que c'est rajouter du feu sur le feu, donc ça va clairement pas les aider. De manger au maximum des jus frais, des jus verts, et puis de ne pas oublier de bouger, quoi. Bouger, c'est important. La polyarthrite rhumatoïde, c'est une maladie qui est hyper, qui nous empêche en fait d'aller de l'avant et de bouger. Or, le corps, il est fait pour être en mouvement. Donc, ouais, c'est super important de pratiquer le vélo. Même moi, enfin, le matin, ce que je fais pour réveiller mes genoux, par exemple, je m'assois sur la table et je balance mes jambes comme si j'étais sur une balançoire. Ça réveille et ça réchauffe l'articulation et ça permet vraiment du coup de démarrer sa journée sans douleur. Ouais. Et c'est vrai que pour l'alimentation, si on est un peu perdu maintenant et qu'on n'a pas les sous, par exemple, d'aller dans un centre, il y a quand même de plus en plus de comptes, que ce soit sur Instagram ou de blogs ou de sites de recettes de cuisine, vegan, cru. Et on peut y aller voilà, petit à petit, comme tu dis. Par exemple, au lieu de manger forcément un steak tous les jours, bah, tu vas essayer de réduire. C'est progressif. Et c'est surtout, comme tu dis, rajouter des légumes locaux, des légumes de saison. Ne pas hésiter à se faire des jus, comme tu dis, parce que pour le coup, les jus, bah, tu as ta dose de vitamines et c'est vraiment pas mal. Un smoothie, si tu le digères bien aussi. Je pense que ouais, non, c'est bien. Et puis la douche froide aussi, puisque ça, apparemment, c'est plutôt bien. Exactement, la douche froide, ouais. Et au niveau de l'hygiène de vie, quels sont les changements qu'ils peuvent adopter qui puissent éventuellement les aider? Bah, au niveau de l'hygiène de vie, enfin, pour moi, ce qui est vraiment hyper important, c'est de respecter un petit peu les besoins primaires du corps, c'est d'avoir un sommeil assez long et de qualité. C'est de savoir prendre du temps pour déstresser. Parfois, on se rend pas compte, on est vraiment dans le quotidien, on va trop vite, trop partout, et c'est s'accorder à soi-même ces temps-là de pause où on se remet en question, on se dit, bon, ben, qu'est-ce que j'ai fait pour moi? Apprendre à s'écouter, savoir de quoi on a vraiment besoin. Hmm. Puis ça va être vraiment ces douches froides et juste de s'accompagner et d'être dans son équipe. Parce que souvent, quand on veut du coup avoir ces nouvelles hygiènes de vie, et on peut être parfois un petit peu radical, et au bout d'un moment, du coup, ça génère de la frustration. Et c'est super, super important d'être toujours dans son équipe et de se dire, bon, bah en fait, tu as fait de ton mieux aujourd'hui. Si tu as envie d'aller boire un verre avec les copains, mais vas-y, c'est ce dont tu as besoin à l'instant T. Et demain, tu reprendras ton petit thé matcha. Voilà, c'est aussi simple. Alors c'est ça que justement je voulais savoir, c'était maintenant comment tu arrives à être en équilibre entre les écarts des copains, boire une petite bière ou manger, je sais pas, un burger, et puis bah, manger super cru ou vivant le reste du temps. Et comment ça se passe pour toi au niveau de ta santé? C'est-à-dire, est-ce que t'as pas de plus de crise? Voilà, dis-nous tout. Enfin, pour moi, c'est hyper simple à réaliser. C'est d'autant plus simple que je suis dans une grande ville à Lyon, où du coup, déjà, ben, tous les restaurants ont toujours une option végane. Donc, ne serait-ce que pour les sorties, c'est pas compliqué du tout. Je pense que pour le coup, dans mon cas personnel, l'alcool, c'est vraiment le seul aliment, on va dire, acidifiant que je prends. Et je le prends raisonnablement quand j'en ai envie. C'est vraiment un plaisir. Donc, c'est pas dangereux en soi pour mon corps. J'en ai pas une consommation assez excessive pour que ce soit dangereux pour moi. Après, bien entendu, quand je suis en période de crise, ben, je n'en consomme pas du tout parce que ça va
amplifier la douleur. Mais quand je suis en période de réminiscence et que je suis neutre, je respecte mon équilibre parce qu'après, voilà, ce qui est important, c'est de trouver son équilibre et de ne pas être dans les excès. On peut être dans l'excès en mangeant que des burgers et en buvant tout le temps, comme on peut être dans l'excès en étant que dans le cru et en s'autorisant aucun petit plaisir. Et donc voilà, ce qui est important, c'est de toujours être en accord avec ce qu'on fait. Mais de toute façon, une fois qu'on a mangé de la bonne nourriture, on a quand même du mal à revenir à des choses qui sont pas bonnes pour la santé. Le corps sait ce dont il a envie, ce dont il a besoin et il le réclame. Donc c'est Et surtout quand on est motivé par les douleurs. Enfin, moi je sais parce que j'ai eu des crises intestinales aussi. Et effectivement, enfin, t'es prête à tout. Quand tu souffres, je veux dire, normalement t'es motivé. Donc, mais en tout cas, ce qui est intéressant pour ceux qui nous écoutent, c'est aussi de se dire, encore une fois, c'est une question d'équilibre. Si tout va bien, que tu manges sain la plupart du temps, le samedi soir ou avec tes potes en vacances, tu peux quand même te faire plaisir en rajoutant peut-être tes légumes et tes jus, mais à côté un petit verre de champagne ou je ne sais quoi, ou de bière de temps en autre. Si c'est dans le cadre d'un régime équilibré, ça ne va rien faire puisque justement tu te rends compte que ton corps il va mieux, il est plus fort, il est plus résistant. Oui, exactement. Puis il y a vraiment rien du tout auquel je peux participer. Enfin, tu vois, même les raclettes, parfois on me dit mais comment tu fais? C'est de la charcuterie, c'est du fromage, mais moi la charcuterie elle mange pas, elle me manque pas, donc je n'en prends pas. Le fromage, après on a tous, les véganes ont tous leur fromage vegan qui font comme si c'était du vrai fromage et qu'ils apportent du coup au repas. Les pommes de terre, la salade, les champignons, les cornichons, et c'est parti, tu fais la fête avec tes amis. Il n'y a vraiment pas de grande différence. Donc c'est vraiment, c'est ça que je trouve ça hyper cool. Et je repense à ça par rapport à ce qu'on a dit au centre Hippocrate, mais aussi je pense que ce qui est important pour les gens, c'est aussi de gérer leurs émotions, comme tu expliquais tout à l'heure, parce qu'effectivement la colère ou les émotions, ça devient psychosomatique après, et ça peut générer des crises ou en tout cas plus de douleur. Oui, oui. Enfin, pour moi, les émotions, en fait, on se rend compte qu'on est, surtout encore plus aujourd'hui, avec tout ce qui est Instagram, etc., on est beaucoup dans le paraître, dans l'émotion positive. Il faut toujours dire qu'on a la positive attitude, qu'on est heureux, qu'on est content. En fait, on est tous des individus, les mêmes, et la vie, c'est 50% de haut et 50% de bas. Et en fait, quand le bas arrive, c'est important de l'accueillir et de dire, OK, je sais que tu es là, je sais que tu es en colère, je sais que tu es stressé, je sais que tu as peur. On va vivre ça ensemble, et juste de l'accueillir, ça dure 2 secondes et après on peut passer à autre chose. Alors que quand on est là, non, je veux pas ça, je veux pas penser ça, je veux pas ressentir ça, en fait, au final, ça fait une énorme cocotte minute qui explose, et ça explose de différentes manières, quoi. Soit avec de l'eczéma, soit avec une polyarthrite, soit avec un burn-out, mais voilà. Et c'est pour ça, ouais, c'est important en plus de l'alimentation qu'on peut changer, peut-être d'aller voir quelqu'un pour se faire accompagner, ou en tout cas de faire comme toi, du journaling, d'avoir écrit voilà, ce que tu ressentais, un peu je sais pas, les traumatismes de ta vie, bref, essayer de te comprendre un peu plus, de te connaître plus et d'être plus heureux pour ensuite te sentir mieux en toi, quoi. Oui, oui, complètement. Et c'est pareil, c'est quelque chose dont on a un peu honte. Personne dit qu'on va avoir une psy. Enfin, moi, ça va faire 1 an que j'en suis une. Et honnêtement, ça m'a permis d'avancer mais tellement, et d'en apprendre aussi beaucoup sur moi-même et de comprendre beaucoup plus en fait, le comportement et des gens et mon comportement, et du coup de les vivre mais d'un autre œil. Et ça simplifie tellement la vie. D'avoir du recul. C'est ça. Et puis, il n'y a pas d'école en fait qui explique comment fonctionnent les émotions et comment fonctionne le cerveau. Et aller voir un psy, en fait, c'est juste aller voir un médecin qui va t'expliquer comment fonctionne ton cerveau, comment fonctionnent tes émotions, et que tu comprennes pourquoi tu les ressens, et que ce soit beaucoup plus simple, du coup, de vivre avec. C'est ça, moi je trouve que les gens qui vont voir des psys, c'est ou qui vont se faire accompagner, ce sont des gens qui sont courageux, et ça moi je trouve ça super. Et à côté de ça, je suis d'accord avec toi, je pense que dans les écoles, que ce soit primaire ou collège, on devrait commencer à donner des cours pour, tu vois, par rapport à l'éducation civique ou ce genre de choses, et pour apprendre à gérer nos émotions. Parce qu'on sait pas en fait, on sait pas gérer nos émotions, on n'apprend pas, faut être coupé, faut être le meilleur, faut être ceci, faut être le plus beau, etc., etc. Et je trouve ça un peu dommage. Complètement d'accord avec toi, ouais. Et alors, est-ce que tu peux nous donner un exemple de ce que tu manges dans une journée de manière générale? Même si, bien sûr, chaque personne est différente, on est tous différents, mais juste pour que les gens aient une idée. Ouais. En général, le matin, je me fais soit un smoothie, soit un porridge. Ouais. Le smoothie, c'est assez simple. Je prends les épinards bio de chez Picard, c'est un carré, donc je prends un carré. Comme ça, je sais que j'ai ma verdure dans mon premier repas. En glucides, du coup, je vais rajouter une banane, voire 2 si j'ai très faim. Ensuite, je vais mettre des fruits congelés, donc par exemple de la myrtille. Ensuite, je rajoute des super aliments, donc je vais mettre graines de chia et graines de lin. Un petit peu de lait végétal. Et donc là, je vais mixer tout ça, et ça va me faire une sorte de mi-glace, mi-smoothie. Et par-dessus, je vais rajouter
le beurre de cacahuète pour me faire des protéines et des bons lipides. Ça me donne faim tout ça, dis donc. Pétales de graines, un peu de chocolat et un peu de baie de goji. Et voilà, ça me fait un super repas hyper complet avec lequel je me régale et qui comprend tout ce qu'il doit comprendre dans un premier repas. Ouais. Et il y a 1000 façons de faire des smoothies, il y a 1000 recettes différentes et elles sont toutes aussi délicieuses les unes que les autres. Donc voilà, ça c'est vraiment hyper simple à faire et top. Et après, en général, j'aime bien me faire des currys de légumes. Donc souvent, je vais me faire je vais découper des oignons, découper des courgettes, découper des poireaux, découper des patates douces, mettre un bon lait de coco, plein d'épices différents, accompagner ça avec soit du quinoa, soit du riz. Et ça va me faire mon plat salé. Et puis le soir, je peux me faire soit des soupes, j'adore manger des falafels, j'adore manger de la salade, des légumes lacto-fermentés. Enfin, ça va vraiment dépendre de ce que j'ai dans mon frigo. Ça reste vraiment des recettes hyper simples. Voilà, c'est simple, c'est accessible, on n'a pas l'impression que tu te prives et pourtant tu fais du bien à ton corps, donc c'est ça qui est super. Ouais, carrément. Est-ce que tu fais des colonix et qu'est-ce que tu en penses? Oui, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé. En effet, j'en pratique. Enfin, pour moi, il y a vraiment deux types de coloniques. Il y a ceux qu'on va réaliser à la maison, où en gros, on a une sorte de pochette comme des perfusions qu'on va remplir d'eau et moi, parfois, je mets de l'herbe de blé à l'intérieur. Et puis, cette eau, on va mettre un fil dans nos fesses et ça va venir, en fait, ça va rentrer dans le côlon. Et ensuite, on va rejeter tout ça dans les toilettes et ça va permettre en fait un nettoyage du côlon. Et ça dure combien de temps ça? Alors, quand on le pratique à la maison, c'est bien de faire l'opération 2-3 fois. Et du coup, ça peut prendre une bonne, je dirais 20 minutes. Ah oui, ça va, c'est rapide, c'est pas, ça met du temps à rentrer dans l'anus en fait. C'est assez rapide. Ça met pas de temps à rentrer dans l'anus, ouais. Donc, moi, je pose tout simplement la pochette sur un cintre. Du coup, par la gravité, l'eau descend. Nous, on est allongés par terre et du coup, ça rentre tout seul dans le ventre. On masse un petit peu, on attend, et là, le corps tout seul demande à le faire sortir, et c'est là qu'on va aux toilettes. Donc, quand on le fait à la maison, c'est assez simple, assez rapide, et c'est bien du coup de le pratiquer une fois par semaine si on a le temps. Ah oui, quand même. Il y a ton copain qui doit se marrer, non? C'est pour ça que je dis si on a le temps, parce que honnêtement, je le fais pas une fois par semaine. Encore une fois, je l'ai appris dans les centres. Dans les centres, on le faisait 2 fois par jour. Mais Mais par contre, c'est super intéressant d'en faire un, et ce qui est beaucoup plus simple et beaucoup plus accessible, du coup, ça va être de le faire dans un centre. Et dans les centres, là, l'eau, elle entre par pression. C'est-à-dire que c'est pas la gravité, mais il y a vraiment une machine qui pousse l'eau pour que ça aille plus loin. En général, c'est pratiqué par des personnes qui sont formées, qui sont des infirmières, qui vont pratiquer en même temps un massage colonique pour vraiment aider l'eau à monter le plus haut possible pour qu'elle puisse ensuite ramener avec elle un maximum de choses. Et c'est super important, en fait. C'est comme faire sa vidange, c'est comme passer du desktop dans son évier quand il est bouché. Le corps, c'est exactement pareil. C'est ça, parce qu'il y a des bactéries qui se coincent et qui peuvent inflammer. C'est des bactéries. Moi, c'est des mucus. Moi, honnêtement, on arrive dans la partie qui est pas très glam, mais... Vas-y. Faut imaginer une sorte de mucus qui fait jusqu'à 50 cm, comme une crotte de nez verte jaune qui sort et qui fait vraiment cette taille-là, et on n'imagine pas qu'on a ça en nous. Ce petit mucus là dégoûtant, c'est celui qui reste pendant que ton caca il passe et il sort. Lui, il reste, ouais, c'est ça, parce qu'en fait, notre estomac, ça fait un petit accordéon, et du coup, il y a plein de choses qui se coincent de partout et qui sortent pas avec les excréments. Je voulais le faire l'année dernière, mais il y a eu le confinement, donc tant pis pour mon petit anus, mais j'aimerais bien essayer un de ces quatre le faire, parce que mine de rien, effectivement, je pense que c'est une bonne vidange nécessaire. On doit être bien pollué du cul, comme j'ai envie de dire. Et effectivement, comme tu dis, si on veut commencer, c'est peut-être bien d'aller dans un centre. Et j'avais vu un truc, je m'étais marrée, tu sais, c'est un truc un peu genre reportage, pas striptease, mais un peu dans ce genre-là, et c'était des gens qui étaient addicts au Colonix, mais au Colonix au café. Et apparemment, ils se mettaient du café dans le cul et la nana faisait ça plusieurs fois par jour. Et c'était, pour le coup, ça pouvait être complètement dangereux. Encore une fois, quand c'est l'extrême. Oui. Et je sais pas, c'était comme un toc en fait, ça devait la calmer. Et évidemment, c'était un reportage qui montrait un petit peu que c'était ridicule. Bon, je trouve ça un peu triste parce que c'est sûrement dramatique pour la femme qui le vit. Ah oui. Bon, après, elle a bien voulu se faire filmer, donc je ne comprends pas non plus le truc. Mais hormis ce genre de truc, ça doit être vraiment intéressant pour le corps et effectivement une bonne habitude à prendre. En fait, c'est super intéressant parce que ce qu'on oublie souvent, c'est que, ne serait-ce un truc tout simple, imaginons que tu as une carence en fer. Du coup, le médecin, il voit que tu manques de fer, il va te prescrire du fer pour que tu avales du fer en comprimé. Si tu n'as pas fait un colonique, si tu n'as pas de base une alimentation hyper riche en fibres qui fait que naturellement tu vas venir nettoyer ton corps et que tu manges tous les jours du fromage, de la viande, des produits gras, etc., en fait, il faut savoir que ta paroi intestinale, elle va être du coup imbibée de gras.
vraiment le même gras que tu pourrais avoir dans tes canalisations. Et du coup, tu as beau prendre ton fer, mais il peut pas passer à travers ta paroi intestinale. Et s'il passe pas, tu seras toujours en carence. Et en fait, Donc faites des colonix. voilà, il y a toutes les vitamines, les minéraux ont besoin de passer au travers. Et pour ça, il faut nettoyer l'intérieur. Et pour ça, il faut manger beaucoup de légumes cuits et faire des coloniques. Ça aide énormément pour faire une sorte de... On repart à zéro, on fait ça et derrière, on mange sainement. Et toi, tu es pas forcément pour manger cru tout le temps ? Non, moi, je suis vraiment de l'école qu'on a tous des corps différents et du coup des besoins différents. Agreed. Donc, pour moi, manger cru tout le temps. Pour moi, manger cru, c'est comme faire un jeûne. C'est-à-dire, c'est parce que tu as vraiment un problème à un instant T, tu veux ton corps faire un nettoyage, le remettre, faire repartir à zéro. Mais une fois que la machine est repartie, c'est important de lui donner tout ce dont il a besoin. Et quand tu manges que des légumes crus, ben, il y a quand même un moment où tu peux être en manque de vitamines ou de glucides. Et c'est hyper important d'en apporter à son corps. Donc, Ouais, moi je suis comme toi, moi j'aime bien manger des légumes cuits et puis je mets des crudités à côté, tu vois. Mais j'en ai besoin, moi je suis vata, j'ai besoin de légumes cuits, c'est pas mon truc, j'ai pas... Après j'aime bien le cru, j'aime bien les desserts crus, etc. Mais j'aime bien le cuit aussi, moi j'aime bien, je suis mi-cuit, mi-cru, tu vois. Non, mais c'est top. Il faut varier en vrai. Hein, c'est ça, exactement. Varier, se faire plaisir tout en restant sain, c'est un peu l'équilibre qu'on recherche. Et comment tu vois maintenant la maladie et les nouvelles crises ? Bah, chaque fois, je les vois comme une sorte de... Enfin, pour être 100% transparente, quand elle arrive au tout début, dans le premier mois, c'est comme si mon cerveau oubliait qu'à chaque fois, j'apprenais quelque chose de nouveau et que c'était hyper positif pour moi. À chaque fois, je suis là, ah, mais pourquoi ? Qu'est-ce que j'ai fait ? C'est ma faute. J'ai fait ci, j'ai fait ça. Je me culpabilise et je me rajoute une sorte de deuxième couche à ma douleur. Et puis, une fois que j'ai bien passé ma phase où je suis pas contente et que je suis en colère et que je me culpabilise, je me dis bon bah maintenant tu vas arrêter de faire ta victime et d'être dans ton trou et tu rappelle-toi la dernière fois ça t'a permis d'avancer sur tel et tel sujet, c'est ce qui fait que tu es la personne que tu es aujourd'hui, c'est ce qui fait que tu apprends énormément de choses et souviens-toi que ça dure pas longtemps et à chaque fois c'est un vrai cadeau en fait et à chaque fois je me dis mais au final ce serait à refaire, je demanderais pas de pas avoir cette maladie malgré la souffrance par laquelle elle m'a fait passer parce que je serais pas là où j'en suis aujourd'hui. J'ai appris tellement de choses que j'aurais jamais connues, auxquelles j'aurais pas eu accès et si j'avais pas en fait ce petit baromètre qui me dit bah, attention, là ça va pas, mets-toi dans la bonne direction et fais vraiment ce qui est bon pour toi, apprends à t'écouter. Et... Une piqûre de rappel. C'est ça, c'est une piqûre de rappel et ça me fait du bien à moi. Et surtout, je me rends compte qu'en le partageant, je peux faire aussi du bien aux autres et ça n'a vraiment pas de prix. Donc, donc je trouve ça vraiment génial. Et toutes les personnes que ça me fait rencontrer aussi, c'est hyper enrichissant finalement. Et petite question par rapport aux activités sportives, tu peux faire tout type de sport malgré les douleurs ou t'es plus sur le yoga pour que ce soit plus flex, en fait, pour travailler la souplesse justement ? Ouais, exactement. Moi, j'ai tout de suite... la course, clairement, c'est pas la peine. C'est beaucoup trop de choc, donc il faut éviter. Le yoga, il n'y a rien de mieux. Et puis, il y a différents types de yoga. Donc, moi, quand je suis en crise vraiment intense, je fais du yin yoga ou du restore yoga, qui est vraiment pour travailler la flexibilité. Ouais. Et après, quand je me sens en forme et que je suis pas en période de crise, je pratique le yoga. Mais là, je suis plus sur un vinyasa yoga qui est beaucoup plus dynamique, qui permet de se muscler et je trouve ça impressionnant, mais on se rend pas compte à quel point il y a des yogas qui nous renforcent musculairement tout en ayant de la flexibilité et je me suis jamais sentie aussi forte et aussi musclée dans mon corps qu'à l'âge que j'ai aujourd'hui et je trouve ça hyper positif aussi de se dire qu'on peut avancer dans l'âge et renforcer et avoir encore en meilleure santé que quand on était jeune. C'est clair. Donc ouais, le yoga c'est chouette. D'accord. Donc testez les enfants, testez. Alors on va finir par un jeu de questions-réponses. L'idée c'est de répondre rapidement à une petite série de questions. S'il ne devait rester qu'un livre, lequel serait-il ? Sapiens de Yuval Noah Harari. Je l'ai lu en BD et il est absolument génial. Je trouve que ça explique bien d'où on vient, qui on est et ça remet un peu les choses à leur place. Donc, et en plus, c'est une bande dessinée, ça permet de retomber en enfance et ça fait du bien quand on est adulte. Donc, ouais, au pire, qu'est-ce que tu fais ? Tu prends ça, tu l'achètes et puis quand tu fais tes colonix, hop, tu le lis. Une routine matinale recommandée qui fonctionnerait pour tous ? Pour moi, c'est de se mettre à sa fenêtre ou sur sa terrasse, si on en a une, pour prendre un petit rayon de soleil et faire sa petite vitamine D. Enfin, Dixit, la nana qui habite plutôt dans le sud, entre guillemets, parce que quand t'habites dans le nord, laisse tomber. Hein. Tu te tapes de la pluie ou des grisailles. Il passe à travers mais il est où ?
Il est où? Non, mais même pour sentir l'air, je suis d'accord. Ouais, c'est ça. Et puis se faire une petite infusion, une petite boisson chaude qui va permettre au corps de redémarrer tranquillement pour faire du bien au corps. Parce que toi qui prends pas de thé, tu prends des tisanes du coup. Ouais, voilà, c'est vraiment des infusions que je prends, des tisanes. Et le matcha, pour le coup, ça passe même si c'est un peu acidifiant? Bah ouais, c'est assez intéressant cette question d'ailleurs. Mais le matcha, ouais, il est pris en poudre et il contient 7 fois plus d'antioxydants qu'un thé vert normal. Ouais. Puis il va avoir l'effet aussi de la L-théanine en fait qui vient booster autant que le café et qui permet aussi de se sentir hyper concentré. Enfin, je trouve que c'est vraiment un produit assez magique le matcha et Ah, j'adore. ouais, faut vraiment en tester. Enfin, moi, j'arrive pas le matin à faire du sport, mon corps, j'arrive pas à le réveiller. Mais une chose qui est super bien à faire et qui est hyper simple, c'est de se suspendre. Juste, on ouvre sa porte et on met ses mains tout en haut et on se suspend. Enfin, ça redresse toute la colonne. Tu te tiens. Ah oui, tu t'étires en fait en mettant les mains le plus haut possible, c'est ça? Bah, c'est vraiment se pendre, c'est-à-dire, enfin, après, peut-être qu'il faut être assez grand, mais c'est vraiment, tu ouvres ta porte, tu lèves les bras et tu viens attraper le haut de la porte Ah. et tu soulèves les pieds. D'accord, ouais, c'est pas mal Là, ça. tu te fais vraiment pendre. Et là, ça va vraiment venir attirer tous les muscles du dos, des bras. Et... Non, mais c'est clair que c'est hyper bien. Moi, je vois, j'ai un petit teckel, donc elle est super longue. Et en fait, elle s'étire tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et je pense que, voilà, prenons exemple sur nos amis les chiens. Ouais. Ils ont tout compris. Et surtout sur nos amis les teckels, vu la colonne de dingue. Une habitude à prendre. Pour moi, c'est celle de la douche froide. Ça change tout, ouais. 3 minutes, tu dis, du coup, ouais. Parce que moi, je faisais plutôt 35 secondes. Donc là, je vais essayer 1 minute pour augmenter un petit peu, pour me challenger. Et toi, d'un seul coup, l'eau tombe sur tout ton corps ou tu montes au fur et à mesure comme moi, telle une grosse lâche? Non, ce qui est important, c'est le choc chaud-froid. Donc, moi, je Ah mets oui. le pommeau sur mon cœur et je balance à fond le froid. Ah oui, bah c'était pas ce que je faisais. Et du coup, pour faire les 3 minutes, je compte 30 secondes sur le côté du bras gauche, 30 secondes après plus sur les jambes droites, 30 secondes sur la jambe gauche, je remonte 30 secondes à droite et après je refais encore 1 minute sur le corps en entier. Puis au bout d'un moment, Et tu voilà. sens plus, de toute façon, c'est le début qui est difficile. Puis après, pouf, ça y est. Hein. Ouais, le début, il est vraiment hyper court. Donc, ouais, faut... Enfin, moi, chaque fois dans ma tête, je me dis, je sais tourner un robinet. Donc, la question se passe, donc je tourne le robinet et voilà. tu réfléchis pas, t'y vas. Non, mais Ouais. c'est vrai, je suis d'accord que ça permet au corps d'être beaucoup plus solide, notamment par rapport aux maux des hivers, donc c'est bien. Ouais, tu as raison. Une habitude à supprimer. Faut arrêter de se comparer aux autres. Oh putain, puis c'est de pire en pire, moi j'ai envie de te dire. Fou. Ça, on a déjà tellement de choses à voir par rapport à soi-même. Si on évite de se comparer aux autres, ça changerait déjà tellement de choses. Bien sûr. Ouais. Un moyen de se relaxer rapidement. Pour moi, c'est l'exercice de respiration. Soit pratiquer la cohérence cardiaque, ça prend vraiment 5 minutes, voire même 3. Il y a une application qui s'appelle Respirelax qui aide à le faire hyper facilement. Et si on a un peu plus de temps devant soi, moi je dirais 10 minutes d'exercice de respiration Wim Hof. Moi, je prends une vidéo qui est sur YouTube, on tape respiration Wim Hof Ah, mais j'adore, je suis fan de ces respirations. et à chaque fois, ça détend énormément. C'est Ouais. vrai que c'est génial. Si tu te sens pas bien, pour moi, c'est si t'es stressé, t'es angoissé, t'as une boule au ventre, mais tu fais ce genre de respiration et ça y est, t'es au taquet. Tu te nettoies carrément. en fait avec toutes les vibrations que ça t'apporte. Ouais, c'est fou. Quel est ton mantra ou la phrase que tu te répètes régulièrement? La nourriture que vous mangez peut soit être la forme de médicament la plus sûre et la plus puissante, soit la forme de poison la plus lente. Intéressant, je la connaissais pas celle-là, mais c'est tellement vrai. Ouais. La médecine alternative autre que naturopathie à tester impérativement? Moi, je recommanderais les soins énergétiques. Parce qu'au final, on est vraiment en énergie et parfois, il y a des douleurs, que c'est juste des blocages énergétiques qui ne se font plus. Et puis, quand l'énergie circule, les cellules, elles sont capables de travailler et de se réparer beaucoup plus facilement. Et du coup, on se sent beaucoup mieux. Oui, ça peut vraiment faire du bien. Et alors, quel conseil tu pourrais te donner à ton plus jeune toi, 10 ans plus tôt, par exemple? Je pense que je me dirais de ne pas m'inquiéter. Qu'en avançant, en fait, la vie, elle sera de plus en plus belle et de plus en plus simple. Et je trouve que c'est vraiment un message que je ressens tellement au fond de moi et que je trouve tellement hyper positif parce que parfois quand on est jeune, du coup, on manque de connaissances et c'est hyper dur d'imaginer le futur. Et en fait, le futur, il est plus beau. Enfin, pour moi, vraiment, à chaque fois que j'avance dans le temps, je me rends compte à quel point ma vie est de plus en plus belle et j'aurais pas imaginé qu'elle soit ainsi. Et je suis tellement reconnaissante pour ça. Donc c'est vraiment ça, de pas s'inquiéter et que ça va aller, quoi. Comme tu dis, parce qu'on a à peu près le même âge, en fait, la vingtaine, tu te connais pas, alors que la trentaine, tu te connais beaucoup plus. Et je pense qu'il y a une forme de sagesse qui fait que tu as plus confiance dans le futur, où tu sais plus vers où tu vas, Ouais, normalement. ouais, Et dernière question, est-ce que tu te considères comme guéri maintenant?
Non, moi je dirais qu'on ne guérit pas de la maladie auto-immune. En fait, elle est en nous. Et après, on a des crises, on n'a pas de crise. C'est un peu comme être blond. Enfin, je serais toujours blonde ou toujours brune. Enfin, voilà, pour moi, c'est pas une histoire de guérison. C'est une histoire que c'est une chose qui fait partie de moi, qui sera toujours avec moi. Et après, par contre, bah voilà, des fois elle dort et des fois elle se réveille et on est ensemble toutes les deux. Mais voilà, j'ai pas envie de dire. Mais maintenant, tu connais les moyens. Voilà, c'est ça, je connais les moyens, c'est plus du tout le même impact qu'avant, mais j'ai pas envie de dire le mot guérir alors que finalement j'en fais toujours et que pour les personnes qui écoutent et qui ont une polyarthrite rhumatoïde, ça peut être hyper décevant quand la crise revient et de se dire ah bah j'ai pas réussi à guérir, elle a réussi. En fait, c'est pas une histoire de guérison, c'est une histoire de se sentir bien avec, vraiment. Ouais, complètement. Où est-ce qu'on peut te trouver? Bah, on peut me trouver assez facilement sur Instagram et Facebook au nom de Zoro Frenchy. Et pareil, j'ai un blog, du coup, un site internet, zorofrenchy.com, où je donne pas mal d'informations. Voilà, pour l'instant, c'est là qu'on peut me trouver. Mais je suis hyper disponible, en tout cas. Enfin, voilà, moi, vraiment, n'importe quelle personne qui a besoin de quoi que ce soit, je réponds à toutes les questions. Je suis hyper ouverte. Donc, faut pas hésiter à me contacter si vous en avez envie. Contactez Bérangère, les enfants. Merci beaucoup, hein, c'était vraiment super d'avoir ton témoignage et puis je trouve que ça donne aussi de l'espoir, donc c'est ce qu'on a besoin dans cette période triste et lugubre. Ouais, c'est clair. Merci à toi de m'avoir proposé de faire ça. C'était vraiment un plaisir.